Salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle séance des cours sur les processeurs de traitement numérique du signal destinés aux étudiants d'électronique de l'université Borj-Borj. Donc aujourd'hui, on entame le chapitre numéro 4, la programmation des DSP Blackfin. Donc concernant la programmation DSP Blackfin, donc ce chapitre sera simple et direct. Donc on va voir le jeu d'instructions de façon brève. Ensuite, on verra les différents modes arithmétiques qu'offre ce DSP Blackfin. Et enfin, on finira par voir comment optimiser le code Blackfin pour optimiser les performances et également la vitesse d'exécution. Donc, commençons par la présentation du jeu d'instruction. Donc, le jeu d'instruction, on va voir le PDF du jeu d'instruction. Donc, comme on le voit ici, comment lire ce PDF-là? Donc, on a ici une liste d'abréviations donc, pour nous aider à se positionner sur ce jeu d'instruction. Donc, on a les registres à usage général. Ils sont notés RX, PX, SP, FP, AX. Donc, General Register. Donc, on a les registres de l'unité fonctionnelle DAG. Donc, on les note DAG. Les registres système 6, etc. Donc, c'est juste des abréviations. Et chaque abréviation, sa signification, elle est incluse dans ce tableau-là. Donc, ce jeu d'instructions, il ne comprend pas toutes les instructions qu'offre le DSP Blackfin 537, parce que comme il utilise un jeu d'instructions algébraïque au lieu d'un jeu d'instructions mnémonique, donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs combinaisons. Donc, on ne va pas toutes les citer ici. Donc, ce PDF rassemble seulement les instructions de base nécessaires pour commencer la programmation du DSP Blackfin. Donc, si on prend par exemple les instructions de branchement ou les instructions de contrôle du flow d'exécution, donc jump, ici par exemple. Alors, comment lire ce tableau? Donc, à gauche, on aura la forme, donc jump, entre parenthèses, destination indirecte. Donc, c'est une adresse indirecte. Et à droite, c'est la syntaxe à utiliser. Donc, on va se focaliser sur la syntaxe plus que sur la forme. Nous avons ici la syntaxe qui nous dit que jump preg entre parenthèses. Donc, preg, c'est un registre pointeur. Donc, si on va sur ce branchement, donc on va faire un branchement à l'adresse qui est affectée au registre pointeur P. Donc, on a 5 aussi registres qui sont de P0 jusqu'à P5. On a à droite le nombre de bits nécessaires pour coder cette instruction. Donc, cette instruction-là, jump preg, elle nécessite 16 bits donc pour le codage. Donc, si on prend une autre instruction, par exemple pour les boucles, par exemple cette instruction qui initialise une boucle, donc elle s'étape, on ajoute l'étiquette 1, l'étiquette 2 et le compteur qui doit être un registre pointeur bien sûr, registre P. Donc là, on voit que cette instruction-là, elle a besoin de 32 bits pour être codée en mémoire interne programme, etc. Pour le reste, donc ça c'est les instructions du contrôle de flow d'exécution, les instructions pour réaliser des boucles matérielles, bien sûr, ça c'est pour les boucles matérielles. Et on a 2 boucles matérielles seulement, donc on aura 2 compteurs seulement, LC0 et LC1. Donc si on veut utiliser la boucle numéro
0, donc on doit utiliser LC0 comme compteur. Si on souhaite utiliser l'autre boucle restante, donc on doit utiliser le registre compteur LC1. Aussi pour le load store, donc pour l'écriture et la lecture mémoire, donc on voit ici qu'on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités, c'est du fait que ce jeu d'instructions, c'est un jeu d'instructions algébrique et non mnémonique. Donc, il s'écrit de façon pareille au langage à haut niveau, tel que le langage C, mais ça reste de l'assembleur. Donc, comme on voit ici, par exemple, comment interpréter cette instruction? Cela veut dire que register low, donc on prend les 16 bits LSB d'un registre, par exemple R0.L égale donc une valeur immédiate, donc UIMM veut dire unsigned immediate, donc une valeur immédiate non signée codée sur 16 bits. Ou par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple P0.L égale une adresse codée sur 32 bits mais divisée sur 2. Donc par exemple P0L, P0, hi, exemple P0L égale 0x, par exemple D0, et P0 high comprend une autre valeur immédiate codée sur 16 bits. Donc, par exemple, on prend l'adresse de la mémoire interne qui est FF90. Donc, c'est comme cela qu'on interprète cette syntaxe-là de la table du jeu d'instructions Blackfin. Et cela est valide pour le reste des instructions. Donc là, par exemple, on a une valeur immédiate qui n'est pas, qui est signée, etc. Donc pour le reste des instructions. Donc c'est la même chose. Et comme vous avez pu le remarquer, donc on ne va pas tous les utiliser, surtout avec le peu de contenu qu'on a abordé sur la programmation du DSP Blackfin. Donc je mentionne cette dernière remarque sur les multiplications. Donc là, on voit que les multiplications peuvent être faites sur 16 bits, 32 bits, mais aussi on peut réaliser des opérations MAC en utilisant les accumulateurs A0 et A1. On voit ici des options. Donc ces options-là, donc on peut avoir la troncation. Si c'est l'addition, donc ce qui n'est pas le cas ici, la multiplication, donc si on va vers l'addition, donc on voit ici qu'il y a une option qui peut être la saturation ou la non-saturation. Pour la multiplication, ça peut être donc la troncation ou la précision de quel type d'arithmétique on utilise, donc signé ou non signé. Donc on va voir cela sur ce chapitre numéro 4. Donc on revient au chapitre. Donc les modes d'arithmétique. Donc les modes d'arithmétique, nous avons ici, comme on vient de le voir sur le jeu d'instructions, on a une instruction arithmétique, n'importe quelle instruction, donc elle peut être une instruction d'addition ou une instruction de soustraction ou une instruction de multiplication. Et à la fin, on a, entre parenthèses, le option mode. Donc c'est le mode ou l'option qu'on va utiliser avec cette instruction-là. Donc en l'absence de cette partie-là de la syntaxe de l'instruction, donc on va utiliser le mode par défaut. Donc chaque instruction, elle a un mode par défaut.
En général, pour les additions, le mode par défaut, c'est un mode sans saturation. Et pour les opérations de multiplication, c'est un mode d'arrondi. Et l'arrondi sera en fonction de le mode arrondi choisi sur le registre d'état à state. Donc, revenons à ce mode d'option. Donc, ce mode d'option, il peut avoir, par exemple, cette valeur-là, S. Cela veut dire qu'on active le mode saturation. S'il est NS, on active le mode sans saturation. Donc, on désactive la saturation. Aussi, on a le mode de troncation, T. Donc, on l'a déjà vu. Donc, rappelez-vous sur les séances de TP et les séances de TD. Donc, on a vu que, par exemple, si on prend cette instruction-là, donc on a A0 qui est l'accumulateur 0. Si on fait une multiplication, par exemple, 16 bits, donc on prend par exemple le registre R0L multiplié par le registre R0I. Donc là, on a une multiplication 16 bits, donc le résultat sera sur 32 bits, bien sûr. Donc, si on veut utiliser ce mode de troncation, qui est une option pour l'instruction qu'on voit ici, donc ce qu'on va faire, c'est donc demander l'utilisation de ce mode-là. Mais pour utiliser ce mode-là, donc, on doit justifier l'utilisation. Donc, si on fait T, j'utilise le rouge, c'est mieux. Donc, si j'utilise le mode T, là, ce n'est pas justifié parce que la troncation elle est utilisée pour le passage de 32 bits à 16 bits ou de 16 bits à 8 bits. Donc, dans ce cas-là, on doit réaliser ce passage-là. Donc, on déclare par exemple un registre R2 L qui est égal. Donc là, vous voyez qu'on a un registre 16 bits et un résultat sur 32 bits qu'on souhaite lui faire une troncation. Donc, on met cette instruction-là entre parenthèses. Et là, on a utilisé le mode de troncation. Pour le mode saturation, c'est la même chose. Donc, si on souhaite par exemple faire une addition entre deux registres, R1 égale R2 plus R3. Si on utilise cette instruction comme cela, donc sans option, donc sans les parenthèses, donc dans ce cas-là, l'addition, elle nous donne une addition sans saturation, qui est le mode arithmétique par défaut utilisé par cette instruction-là. Donc, il n'y a aucun mode ni actif. Donc, c'est seulement le mode par défaut qui est utilisé. Et dans ce cas-là, c'est le mode sans saturation. Donc, si j'ajoute le S, donc le mode, donc là, on obtient une addition avec saturation. Voilà ce qui concerne les modes arithmétiques. Donc, voyons quelques exemples ici pour les autres instructions, parce qu'il y a plusieurs modes. Donc, si vous revenez au jeu d'instructions, vous voyez qu'il y a que cette option elle est très présente sur les instructions arithmétiques. Donc, par exemple, ici, vous voyez les options possibles sur ces. On peut même utiliser deux options en même temps. Par exemple, la troncation et une arithmétique dont ici, c'est juste un exemple. Aussi pour la multiplication.
Donc, revenons au chapitre. Donc, voici d'autres cas possibles. Par exemple, les transferts d'un registre accumulateur vers un registre de données. Donc, un registre R. Donc, par exemple, si j'écris R0 égale à 0. Donc, dans ce cas-là, il existe un seul mode qui est le mode par défaut. Cela permet d'effectuer un transfert de 32 bits. Donc, prendre 32 bits de l'accumulateur qui est codé sur 16 bits, les transférer à R0, mais avant le transfert, il effectue une saturation de 32 bits. Cette saturation 32 bits est effectuée sur les 40 bits de l'accumulateur A0. Il existe aussi les transferts de l'accumulateur vers un registre 16 bits au lieu d'un registre 32 bits. Dans ce cas, c'est 32 bits. Donc, si on souhaite savoir 16 bits, donc on écrit de cette façon-là. R1L égale à 0. Donc, le mode par défaut, donc là, il n'y a pas d'option. Vous voyez qu'il n'y a pas les deux parenthèses à la fin de l'instruction. Donc, le mode par défaut utilisé ici, c'est que l'assemblaire ici, il considère que les opérandes sont c'est des nombres fractionnaires signés, donc c'est des nombres codés au format Q. Aussi, le transfert s'effectue, vu que c'est des nombres fractionnaires, donc on prend la partie la plus signifiante de A0, donc qui a le plus de poids. Donc les 16 bits MSB, c'est eux qu'on va mettre sur les 16 bits LSB du registre R1. Aussi, lors de ce transfert, on effectue une saturation 16 bits. C'est pareil pour le cas précédent sur 32 bits, mais dans ce cas, c'est sur 16 bits parce qu'on utilise un demi-registre, donc 16 bits. Et aussi un arrondi sur 16 bits. Donc ce résultat-là, il est arrondi donc sur 16 bits. Et comme on a dit sur l'arrondi, on a deux types. Donc l'arrondi biaisé et l'arrondi non biaisé. Donc on a deux types. Celui qui est actif par défaut, c'est le NB, donc le non biaisé, lorsque le bit RND mode du registre d'état à state, il est positionné à 1. Si on ajoute à cette instruction ce mode-là, donc cette option-là, si on écrit par exemple, on ajoute cette partie-là à cette instruction, on écrit FU, que se passera-t-il? Donc ce qui va se passer, c'est que l'assembleur va considérer le même cas qu'on a vu pour le mode par défaut, mais dans ce cas, il considère que les opérandes ne sont pas des fractionnaires signés, mais des fractionnaires non signés. Donc il n'y a pas de bit de signe. Si, au lieu de mettre FU, je mets T, donc au lieu de, je vais essayer de réécrire pour que ça soit plus clair. Donc si j'écris R1.L égale à 0 T, donc dans ce cas, c'est la même chose que dans le cas par défaut, mais ce qui va changer par rapport au cas par défaut, c'est que dans ce mode de truncation, on n'effectue pas un arrondi, mais plutôt une truncation. Et c'est
La même chose pour le reste. Donc là, c'est un entier signé, donc integer signed. Et là, c'est un entier non signé, integer unsigned. Donc, c'est des entiers signés ou des entiers non signés. Donc, rien ne change par rapport au mode par défaut. Ce qui va changer, c'est juste les opérandes qui deviennent des entiers signés ou des entiers non signés. Donc, ce ne sont plus des nombres fractionnaires, mais des nombres entiers. Et comme ce sont des nombres entiers, donc on prend les bits LSB, comme vous pouvez le remarquer, au lieu de prendre les bits MSB de l'accumulateur avant le transfert. Voilà. Concernant les modes d'arithmétique qui sont la plupart du temps utilisés lors des transferts entre le registre accumulateur et le registre donné ou lors des différentes opérations de multiplication et d'addition. Donc, parlant d'addition, donc là, vous voyez ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure. Donc, vous voyez ici que par défaut, donc lorsqu'il n'y a pas d'option, là, vous voyez qu'il n'y a pas d'option. Donc, dans ce cas-là, l'addition, elle s'effectue sans saturation. Et cette instruction-là, elle est codée sur 16 bits. Comment j'ai su combien de bits sont nécessaires pour coder cette instruction? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous revenez à la table du jeu d'instructions, vous allez vers les instructions arithmétiques et vous voyez que ici, l'addition, si on a un registre de destination, un registre source, plutôt deux registres sources, donc dans ce cas-là, l'instruction elle est codée sur 16 bits. Si on ajoute une option, elle devient, sa taille change vers 32 bits. Donc vous voyez ici que cette partie-là, elle est codée. Pardon, elle ne veut pas s'enlever, voilà. Sur 16 bits. Si on ajoute une option, sa taille redevient 32 bits. Donc dans notre cas ici, donc il n'y a pas d'option, donc 16 bits. S'il y a une option, elle devient 32 bits. Vous allez vous poser la question, si c'est le mode par défaut, il est utilisé sans saturation. Donc pourquoi ajouter une option NS? Donc elle ne sert à rien. Oui et non. Donc si vous voulez optimiser votre code et vous n'avez pas besoin d'ajouter cette option-là, donc il n'est pas nécessaire de l'ajouter. Cette option-là, on l'ajoute lorsqu'on a besoin d'une instruction de 32 bits, une instruction arithmétique de 32 bits à utiliser en parallèle avec les autres instructions. Comme on l'a déjà vu sur le TP, comme on va le revoir ici aussi, nous avons vu que avec ce DSP Blackfin, on a la possibilité d'utiliser une architecture parallèle qui permet une instruction longue codée sur 64 bits. Et cette instruction elle est divisée sur une partie arithmétique de 32 bits et deux parties qui sont des accès mémoire. Et chaque partie-là, elle est codée sur 16 bits. Fois 2. Donc en tout, on a 64 bits. Donc si pendant le calcul ou le codage, nous avons besoin seulement d'une seule instruction arithmétique à inclure dans cet espace-là, donc vous voyez qu'elle est codée sur 16 bits.
Donc, elle ne convient pas à ce slow-là. Donc, pour augmenter sa taille et profiter de ce parallélisme d'accès mémoire, donc on effectue une instruction arithmétique et deux accès mémoire en même temps, donc pendant un seul cycle. Donc, pour pouvoir réaliser cela, donc on ajoute cette option-là. Cette instruction devient codée sur 32 bits et là, elle peut convenir à cet espace-là. Voilà concernant les additions ou les soustractions, donc c'est pareil. Maintenant, pour le cas 16 bits, c'est toujours pareil. Là, nous avons des additions ou des soustractions sur 16 bits. Et toujours, comment j'ai su leur taille, c'est toujours on revient au jeu d'instructions. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, là, nous avons l'utilisation parallèle de deux registres, donc deux additions, donc elle est codée sur 32 bits. Et si je souhaite utiliser un de mes registres, là, elle est codée sur 16 bits. Donc, c'est le même cas pour les additions soustractions 32 bits. Pour les modes d'arithmétique concernant la multiplication et le MAC, donc nous avons comme option par défaut, donc s'il n'y a pas d'option, donc il n'y a pas les parenthèses à la fin de l'instruction, donc l'assemblaire va considérer les opérandes comme des fractionnaires signés. Donc rappelez-vous toujours que quand il n'y a pas d'option, dans les opérations arithmétiques, l'assemblaire va considérer les opérandes comme des fractionnaires signés lors de la multiplication. En plus, par rapport à ce qu'on a vu avec les autres options, nous avons ici un décalage du bit de signe. Donc le décalage se fait automatiquement. Nous avons dit que lors de la multiplication, au final, on aura un format Q230, pardon. Et on a dit que ce format-là ne doit pas rester comme cela. Donc on doit faire un décalage du bit de signe pour éliminer le bit extension du bit de signe et ça devient X131. Donc ce jeu d'instructions, lors de l'utilisation d'instructions multiplication, donc l'option par défaut, donc sans la présence d'un mode arithmétique quelconque, utilise des opérandes fractionnaires signés avec un décalage du bit de signe. Donc il effectue cette opération de façon automatique. Si on ajoute cette option-là, ce mode-là, donc l'opération devient une opération fractionnaire non signée et avec truncation. Si on ajoute le t seul, donc logiquement c'est des fractionnaires signés, la truncation. Et c'est le même cas pour les entiers signés et les entiers non signés. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de décalage de bits ou de truncation ou quelconque modification. Donc, vous voyez que ça ressemble aux autres modes qu'on a déjà vus lors des transferts et lors des additions et soustractions. Maintenant, parlons des instructions en parallèle. Rappelons que l'architecture du DSP Blackfin, elle offre des bus mémoire au niveau mémoire L1. Donc, on a les deux bus data address LD0, data address LD1. Nous avons la SD sur 32 bits, le bus d'adresse de programme et le bus données programme. Donc vous voyez que tous ces bus-là ont une taille de 32 bits. Mais le bus
des données programme, il a une taille de 64 bits. Donc 64 bits, cela nous permet de faire un fetch de 1 à 3 instructions en parallèle. Donc disons au maximum 3 instructions parallèles. Comment utiliser toutes ces instructions en parallèle? Donc en un seul cycle d'horloge, donc on a une instruction arithmétique Mach 0, Mach 1, ou AL0, AL1, en même temps, deux transferts 32 bits, donc c'est des transferts mémoire, donc c'est des accès mémoire, soit deux lectures, ou une lecture et une écriture en même temps, deux mises à jour pointeur et deux mises à jour boucle matérielle. Donc vous devez imaginer que toutes ces instructions-là sont réalisées en un seul cycle d'horloge. Donc en un seul cycle d'horloge, le DSP Blackfin, il peut exécuter une instruction arithmétique sur les deux Mach ou sur les deux ALU. Et également en même temps, il peut faire deux transferts mémoire. Ces transferts-là, ce sont des transferts 32 bits. Ces transferts-là peuvent être deux lectures mémoire en même temps ou une lecture et une écriture. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire deux écritures en même temps parce qu'on a un seul bus d'écriture, mais deux bus de lecture. Là, nous avons LD0, LD1, et là, nous avons seulement le bus SD. On peut réaliser également deux mises à jour pointeurs en parallèle et deux mises à jour des boucles matérielles s'ils sont utilisés. Donc, que veut-on dire mise à jour boucle matérielle? Donc, la mise à jour des registres des boucles qui sont LC0 et LC1. Et là, la mise à jour pointeur, c'est les pointeurs PX et IX. Donc, on fait leur mise à jour. Par exemple, si c'est de l'auto-incrémentation, donc, ou un offset, etc. Donc, tout cela se fait grâce à cette instruction parallèle. Donc, si on peut réaliser cela en parallèle, en utilisant la syntaxe du DSP Blackfin, donc on peut imaginer cela graphiquement comme suit. Donc, nous avons le DSP Blackfin, l'instruction sur 64 bits. Cette instruction-là nous exige que les premiers 32 bits doivent être une instruction ALU au max, donc une instruction arithmétique. Et elle doit être sur 32 bits. Si elle n'est pas utilisée, on la remplace par des no operations, donc des blocs vides, donc des instructions vides, donc multiple NOP ou MNOP. Si elle est utilisée, donc si elle est utilisée, on doit insérer une instruction ALU ou MAC 32 bits dans ce slot-là. Donc ce slot a une taille de 32 bits. Passons maintenant au slot numéro 2. Le DSP Blackfin, son jeu d'instructions, exige que les 16 bits suivants doivent être des instructions de lecture et d'écriture mémoire, load and store. Donc les instructions load and store sont en général toutes codées sur 16 bits. Donc on n'aura pas de problème là. S'ils ne sont pas utilisés, donc on remplace l'instruction par un NOP. Donc un MNOP, sa taille c'est 32 bits, un NOP c'est 16 bits. Et c'est le même cas pour les derniers 16 bits de l'instruction codée sur 64 bits. Donc vous voyez ici qu'on a une instruction longue codée sur 64 bits qui est divisée en sous-instructions, la première, la deuxième et la troisième, et qui doivent respecter ce format-là. Donc une instruction 32 bits arithmétique ou une multiplication ou logique, de toute façon, elle doit être une instruction
qui fait appel à l'ALU et au MAC. Et les deux autres instructions, c'est des instructions d'accès mémoire. Il faut juste préciser ici que les accès mémoire, on ne peut pas avoir deux accès en écriture mémoire. Donc, on ne doit pas faire deux stores en même temps. Donc, on ne doit pas enregistrer deux valeurs en mémoire sur deux adresses différentes en même temps. Alors que pour le chargement de deux valeurs en parallèle en mémoire, donc de deux adresses différentes, là, c'est possible grâce à la présence de deux bus mémoire LD0 et le bus LD1. Alors que pour le stockage, nous avons seulement, pour l'écriture, donc nous avons seulement bus SD, une seule, ce qui nous limite à deux lectures en même temps ou une lecture et une écriture en même temps, comme vous voyez ici. Donc une lecture, une écriture en même temps ou deux lectures en même temps. Détaillons un peu plus cette partie-là, donc la partie sur 32 bits qui concerne les instructions ALU et MAC. Donc ce qu'on peut réaliser ici, c'est des additions, soustractions 16 bits et 32 bits, des additions, soustractions avec saturation, des multiplications simples ou des multiplications MAC, donc multiplication, accumulation, des transferts registre, data, registre, accumulateur, et vice-versa, des transferts vers des demi-registres, donc des data register high-low, donc cela veut dire les registres RX, low ou RX high. Donc, c'est ça les data register high-low. Ou une auto-incrémentation et décrémentation des accumulateurs. Donc, on peut réaliser une auto-incrémentation et décrémentation, donc une accumulation des accumulateurs. Pour le deuxième slow et le troisième slow, comme on l'a dit précédemment, ils permettent une lecture et une écriture mémoire via des pointeurs P ou via des pointeurs I. Ce que nous avons l'habitude de voir. Voyons quelques exemples pour bien comprendre l'utilisation des instructions parallèles du jeu d'instructions DSP Blackfin. Donc si on souhaite par exemple faire deux accès mémoire en parallèle. Par exemple ici on souhaite faire deux lectures mémoire. Donc on souhaite lire la valeur qui est pointée par le registre pointeur I0 et la valeur pointée par le registre pointeur I1. Et la valeur, lorsqu'elle est lue en mémoire, elle est affectée au registre R1 et R3. On peut réaliser cela séquentiellement, donc une après l'autre. Cela va nous coûter 2 cycles d'horloge. Donc 2 cycles d'exécution. Donc pour profiter du parallélisme qu'offre le DSP Blackfin, donc on peut faire appel à l'utilisation d'une instruction d'une taille de 64 bits. Cette instruction de 64 bits, elle va augmenter la taille de l'instruction. Donc là, la taille de l'instruction, elle devient 64 bits parce qu'on a ajouté les MNOP parce que là, nous n'avons pas d'instruction arithmétique à utiliser. Alors que les deux instructions suivantes, ce sont des instructions d'accès mémoire qui s'exécutent en un seul cycle d'horloge. Donc là, la taille du code
la taille du code, elle est de 64 bits, mais le nombre de cycles d'exécution, il est de un seul cycle. Pour l'addition, un autre exemple, lorsqu'on a une addition 16 bits, une incrémentation d'un registre index i et une lecture mémoire en utilisant le registre i. Donc cela ici, il est aussi possible de réaliser cela. Donc vous voyez là qu'on a une instruction qui utilise les ALU. Donc là c'est l'ALU 0, là c'est l'ALU 1. Cette instruction elle est codée sur 32 bits. Toutes les instructions avec une virgule sont codées sur 32 bits. Rappelez-vous de cela. Donc si vous voyez le jeu d'instructions, vous allez voir que toutes les instructions qui demandent l'utilisation de toutes les ressources du processeur DSP en même temps sont codées sur 32 bits. Ensuite, nous avons un accès mémoire qui est une lecture de la valeur mémoire pointée par l'adresse présente sur I0. Et nous avons également aussi, là, ça semble une instruction arithmétique, mais ce n'est pas une instruction arithmétique. Elle est réalisée par le DAG, Data Address Generator, donc dans l'unité arithmétique d'adressage. Donc c'est une partie qui concerne les accès mémoire. Donc ça, elle compte pour les accès mémoire. Donc voilà ces deux exemples-là. Voyons d'autres exemples. Donc pour cet exemple, nous avons ici, on réalise deux opérations MAC. Là, deux opérations MAC, plus transfert vers un registre 16 bits. Donc un registre low ou high, donc c'est un registre 16 bits, plus une lecture mémoire, suivie d'une autre lecture mémoire, mais en utilisant un autre registre pointeur de type différent. Donc dans cet exemple, nous avons là l'opération MAC, un transfert avec arrondi parce qu'il n'y a pas d'option. Donc transfert par arrondi vers le high. Donc high A1, rappelez-vous de cela, on a déjà parlé de cela. Également ici, deux opérations, une autre opération MAC suivie d'une lecture mémoire avec le registre P0 et auto-incrémentation de P0 et une lecture via I0 sans incrémentation. C'est le même cas ici aussi, deux opérations MAC mais avec un transfert vers un registre accumulateur au lieu d'un registre 16 bits. Plus une lecture mémoire et une écriture mémoire. Donc là, les écritures sont sur... La lecture, elle est sur 16 bits et l'écriture sur 32 bits. Mais la taille des instructions, elle reste 16 bits. Alors faites attention à cela. Là, c'est une lecture 16 bits, mais la taille de l'instruction, elle reste 16 bits. Suivi de deux opérations MAC. Alors, comment j'ai su que c'est 16 bits? Si on revient au jeu d'instructions, donc c'est une opération de lecture et écriture mémoire. Donc on va vers le load and store. Le load and store, voilà. Donc si on prend par exemple ici, vous voyez que lorsqu'on enregistre à l'aide d'un registre pointeur, c'est une opération 16 bits. Elle est toujours 16 bits, donc rappelez-vous, elle est toujours 16 bits. Elle devient 32 bits seulement lorsqu'on utilise un offset, donc une valeur immédiate
codé sur 16 bits, sur 17 bits, multiple de 4. M4 veut dire multiple de 4. Donc une valeur non signée codée sur 17 bits est multiple de 4. Donc là, l'instruction, la taille de l'instruction devient 32 bits. Mais elle est peu utilisée, donc en général, on utilise une valeur codée sur 16 bits multiple de 4. Donc en général, les instructions de lecture, écriture, mémoire sont toujours des instructions 16 bits. Donc cette instruction-là, on ne peut pas l'utiliser sur ici. Donc on ne peut pas l'utiliser ici ou ici, parce que là, on doit utiliser seulement des instructions 16 bits, des instructions d'accès mémoire. Alors pour finir, on finit avec les limitations de ce jeu d'instructions. Donc il y a quelques limites à prendre en compte lorsqu'on est en train de programmer avec ce DSP Blackfin. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours utiliser l'accumulateur à 0 avec des registres pairs, des registres donnés pairs. Donc, comme vous voyez ici, comme dans l'exemple, là on a utilisé R3, donc on doit utiliser A1. Si on utilise A0, ça ne marchera pas. Donc, il faut utiliser un registre impair avec l'accumulateur A1 et des registres pairs avec l'accumulateur 0. Aussi, si on utilise des registres 16 bits au lieu de 32 bits, comme vous voyez ici, ça c'est un registre 16 bits et celui-là c'est 32 bits. Donc, si on utilise un registre 16 bits, donc on ne regarde pas s'il est pair ou impair, on regarde quel côté nous avons pris. Si on a pris les 16 bits LSB du registre, donc on doit utiliser le registre A0. Si on utilise les 16 bits MSB du registre R5, donc on doit utiliser un registre accumulateur A1. Donc A0 doit être utilisé avec les registres pairs R0, R2, etc. Et nous avons l'autre possibilité, c'est qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel registre donné, peu importe son numéro, mais il doit être low, donc les 16 bits LSB. Pour le A1, en bleu c'est mieux, donc pour le A1, donc on peut l'utiliser seulement avec le registre d'indice impair, donc R1, R3, etc. ou avec un n'importe quel registre de données R à condition qu'il soit la partie haute, donc la partie MSB du registre. Voilà, donc souvenez-vous de cela, c'est très très important. Aussi, une autre limitation de ce jeu d'instructions, c'est que lorsqu'on utilise des opérations MAC en parallèle avec un résultat qui doit être enregistré sur des registres de données 32 bits, là, il faut savoir qu'il faut toujours, rappelez-vous bien de cela, utiliser des paires proches. Donc, un couple de registres proches, c'est-à-dire R0, R1, R2, R3, R1, R2. Donc, il ne faut jamais utiliser, par exemple, si vous utilisez R1, vous effectuez votre MAC ici, ensuite virgule pour séparer, et on va vers le MAC 2 et vous utilisez R3 égale, et vous effectuez l'opération MAC numéro 2. Là, c'est faux, ça ne marchera pas. Donc, il faut utiliser toujours des couples de registres proches comme registre de destination. Comme vous voyez dans cet exemple-là, vous voyez que là, on a R3, R2, R5, R4. Donc, si vous ne faites pas cela,
Donc, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est une autre limitation du jeu d'instruction du Blackfin. Voilà, donc pour cette séance, nous terminons avec ces notions-là et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce chapitre. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.